Donc moi, je vais vous parler de l'inspection des murs de soutènement en remblai renforcés par des éléments métalliques. Tout d'abord, je vais vous parler un peu de l'inspection détaillée, à la fois visuelle et avec sondage. Puis je vous montrerai un peu des données qu'on peut recueillir sur les matériaux suite à ces sondages. Et si j'ai le temps, j'essaierai de vous parler rapidement des analyses de risque. Alors, tout d'abord, l'inspection détaillée, ça concerne d'une part les murs de soutènement en terre armée, qui sont indépendants, ou alors ça peut concerner des murs de culées, que ce soit des culées porteuses ou des culées mixtes. Donc la première chose à faire quand on fait une inspection détaillée, c'est d'aller vraiment regarder le dossier d'ouvrage. L'idée, c'est de recueillir le maximum de données sur l'ouvrage, à la fois des données sur la construction. Donc on a vu notamment avec l'exposé précédent que la notion de date et de période de construction, ça peut être assez important, notamment au niveau des armatures. Il faut aussi s'enseigner sur l'exécution des travaux qui peut différer des plans de base. On a souvent des écarts entre ce qui a été réellement fait et ce qui avait été prévu. Et du coup, on s'intéresse également aux matériaux employés. On regarde un peu les dimensions et les plans. Là, je vous ai mis un exemple de plan de mur en terre armée. Et on va également s'intéresser à la vie de l'ouvrage au travers des différents rapports d'inspection, d'investigation et des différentes réparations qui ont pu avoir lieu sur l'ouvrage. Tout ça, ça va nous amener à alimenter un peu notre rapport d'inspection. Donc, tout d'abord, l'inspection détaillée extérieure, ça va concerner d'une part l'ouvrage, mais aussi sa zone d'influence. En général, quand on voit un mur de soutènement, quel qu'il soit, on va regarder sa zone d'influence également parce que ça nous permet d'avoir des indices un peu sur les désordres qu'on peut observer sur l'ouvrage lui-même. Donc, l'inspection détaillée extérieure apporte sur le relevé des désordres et des défauts du parement, donc on reste visuel, mais si jamais on a de l'instrumentation ou des repères topométriques sur notre mur, on peut aller les relever et du coup, ça va aussi alimenter l'inspection. Donc, comment est-ce qu'on prépare une inspection? On va d'abord étudier le dossier d'ouvrage comme je vous ai indiqué juste avant et on va aller faire une prévisite qui va nous permettre de définir les moyens d'accès et le balisage. Et également, ça peut nous permettre de demander de la dévégétalisation pour vraiment avoir un parement dégagé de toute végétation. Et pour finir, on va préparer les fonds de plan pour pouvoir faire notre relevé de désordre une fois qu'on sera sur le terrain. Là, je vais vous montrer quelques exemples de photos de ce qu'on peut voir quand on est face à l'ouvrage. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais là, on a pas mal de venues d'eau, de végétation. Ça, c'est des choses qu'on relève assez fréquemment. Sur la photo en haut à droite, on observe des fissures, des fractures sur les écailles. Là, il s'avère que c'était dû à un choc de véhicule, il me semble. Et ce qui est assez fréquent également, c'est de voir carrément des arbres pousser, alors soit sur le côté du mur, soit entre les écailles. D'autres exemples, ça va être là issu du guide LCPC, c'est le tassement en pied de mur qu'on peut observer par rapport au déplacement des écailles. Sur ces deux images, on a le même phénomène avec ou sans rupture d'écailles. En fait, on voit bien le déplacement des écailles l'une vers l'autre qui traduit vraiment un tassement du sol. Et ensuite, les écailles, c'est fait en béton armé, et donc on peut avoir classiquement toutes les pathologies du matériau béton, comme on le voit sur la dernière photo, où ça peut être de la réaction sulfatique interne ou bien réaction alcali-granulat. Voilà. Donc là, déjà, avec l'inspection détaillée extérieure, on a pas mal d'indices sur comment est mon ouvrage, etc. Mais on n'a pas vraiment accès à la partie structurelle résistante du mur, donc c'est-à-dire le remblai et les armatures. Donc, on va souvent, durant les inspections, venir faire des sondages. Donc là, je vais vous présenter 3 types de sondages que l'on peut faire. Donc, tout d'abord, les témoins de durabilité. Donc, les témoins de durabilité, ce sont des échantillons d'armatures d'un peu moins d'1 mètre de longueur. Donc, ce sont des armatures qui sont identiques aux armatures de l'ouvrage, donc les mêmes caractéristiques, vraiment. Et comme on l'a dit dans l'exposé précédent, on en a pas mal mis depuis la fin des années 90 dans les murs en terre armée. Et l'idée, c'est de venir les extraire durant la vie de l'ouvrage pour avoir un peu une idée de l'évolution de nos armatures. Donc pour ça, c'est nécessaire d'avoir à la fois leur nombre pour ne pas enlever tous ces témoins de durabilité d'un coup. Faut essayer de l'espacer au fur et à mesure des inspections détaillées. Faut avoir les données initiales et surtout, il faut avoir leur emplacement. Là, je vais vous montrer un peu le procédé d'extraction des témoins de durabilité. Donc, on vient faire tout d'abord un petit carottage et vous voyez là bien que c'est bien d'avoir vraiment l'emplacement précis parce que c'est facile de tomber à côté.
Et donc du coup, là, l'image en bas à gauche, c'est le vérin qui permet d'extraire vraiment ce témoin. Autre type de sondage, ce sont les fouilles. Alors les fouilles, c'est assez bien parce que ça permet vraiment d'avoir une vue précise, claire, globale de l'état de l'ouvrage. Ça permet de prélever facilement des armatures si jamais il n'y a pas de témoin de durabilité et des échantillons de remblai pour les essais en laboratoire. Bon là, c'est une image d'une fouille assez impressionnante, hein, mais on peut avoir des fouilles bien plus modestes. Alors, ça a vraiment beaucoup d'avantages, mais le problème, c'est que ça nécessite des moyens d'intervention assez conséquents et ça nécessite également d'avoir un accès dégagé en partie supérieure du mur. Donc ça, c'est pas tout le temps le cas. Et aussi, il faut faire attention quand on remet en place le remblai, là, surtout quand on fait des fouilles importantes, hein. Faut pas détruire un peu la nature du mur, hein. Quand on remet le remblai, il faut faire attention aux armatures. Bon, par contre, si on n'a pas d'accès dégagé en partie haute du mur, comme c'est le cas sur la photo, on peut utiliser des carottages. Par contre, c'est utilisé avec parcimonie. On ne veut pas transformer le mur en gruyère. Donc, on va essayer de choisir des emplacements un peu stratégiques pour faire nos carottages. On va par exemple aller chercher en partie haute des murs proches des voies circulées, là où on a des agents agressifs qui peuvent arriver, notamment des salles de déverglaçage. On peut aller chercher un peu les points bas du mur, notamment pour là où il y aurait de la rétention d'eau et donc potentiellement qui pourrait corroder les armatures. Et enfin, sur les murs de grande dimension, on va essayer de répartir un peu en fonction de la hauteur. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une vue assez globale, mais en minimisant quand même le nombre de carottages. Hop, voilà, c'est un exemple de carottage qu'on a pu faire. Donc l'idée, on vient déjà carotter l'écaille en béton armé. L'idée, c'est de se positionner juste à côté de l'armature, comme on le voit là sur la photo en bas à droite, pour ensuite pouvoir dégager toute la terre autour et avoir une vue dégagée sur l'armature. Comme ça, on peut voir son état de corrosion et on peut voir aussi l'état du remblai. C'est souvent qu'on rencontre des racines et parfois, c'est des racines de diamètre assez important alors qu'on ne voit pas forcément de mur dans la zone d'influence de l'ouvrage. Attention quand vous faites vos carottages, essayez de vous placer. Si vous êtes droitier, par exemple, essayez de bien vous placer à droite de l'armature parce que sinon, c'est un peu sport pour dégager toute la terre autour. Bien sûr, à la fin du carottage, on va bien replacer le remblai en essayant de le compacter et on rebouche évidemment l'écaille pour pas qu'on ait d'agents agressifs qui s'infiltrent de ce côté-là. Donc, via tous ces sondages, on peut recueillir pas mal de données sur les matériaux, donc que ce soit sur les témoins de durabilité ou d'armature. Donc déjà, comme vous l'avez vu, on a déjà un premier constat visuel de l'armature, donc on peut voir s'il y a de la corrosion, on peut relever un peu les dimensions de l'armature. Ensuite, en laboratoire, on va faire des mesures d'épaisseur résiduelle de zinc. On peut aussi faire des essais de résistance à la rupture en traction. Comme ça, si jamais on fait des recalculs derrière, on peut avoir du coup cette donnée-là. On va aussi faire des prélèvements sur le remblai pour calculer la teneur en agents agressifs, notamment en chlorure et en sulfate, mesurer le pH, la résistivité du sol, la teneur en eau. L'idée vraiment du prélèvement sur le remblai, c'est de savoir dans quel environnement sont nos armatures pour éviter qu'elles soient corrodées trop rapidement. Donc là, toutes ces données vont venir alimenter de futurs diagnostics. Là, on est plutôt à une phase pré-diagnostic une fois qu'on a vraiment fini notre inspection avec les sondages. L'idée, c'est que derrière, on vienne chercher un peu si on a besoin de faire des réparations ou non. Voilà. Donc, vu qu'il me reste un tout petit peu de temps, je vais vous parler rapidement des analyses de risque. C'est une méthodologie développée par le CEREMA. En gros, c'est une aide à la priorisation pour un patrimoine, dans ce cas-là, de murs en remblai renforcés par éléments métalliques, mais on en a pour tous les types, enfin, pour beaucoup de types d'ouvrages un peu fragiles, on va dire, et pour certains types de risques. L'idée, c'est de venir croiser un aléa qui pourrait arriver sur l'ouvrage, une vulnérabilité de l'ouvrage en lui-même et les conséquences que ça pourrait avoir derrière. Ce croisement, ça nous amène à un niveau de risque de l'ouvrage. Et du coup, si on fait ça pour chaque ouvrage de notre patrimoine, on va pouvoir hiérarchiser ces ouvrages en fonction du niveau de risque. Les données d'entrée, c'est celles qu'on va retrouver classiquement dans le dossier d'ouvrage lié à la construction de l'ouvrage. Mais on va aussi regarder les conditions d'exploitation et l'environnement et l'état de l'ouvrage et de ses constituants. C'est pour ça que c'est vraiment important de faire des sondages de temps en temps pour savoir dans quel état est réellement l'ouvrage. Et voilà.
Et bah, du coup, je vous remercie pour votre attention et je rends la parole. Merci Chloé.